lorsqu'on vous dit que le ministre de la Justice il fait du populisme, si ce sont ces réformes qui relèvent du populisme, alors c'est un bon populisme. Des entreprises qui négocient avec des avocats, avec certains juges, avec même certains agents de banque. Bref, c'est des réseaux des mafieux comme ça qui ont tué le pays. Ou même parfois, certains avocats, il a une créance initiale de 10 000 $, mais après il poursuit l'entreprise parce que c'est une multinationale. Et après avoir encaissé les 10 000 $ d'honoraires, au paiement des colossales sommes d'argent, c'est toujours des millions. Et puis on saisit les comptes. Bref, les vrais investisseurs commencent à fuir notre pays. Que tout celui qui va oser encore s'amuser, que ce soit le juge, que ce soit le magistrat, que ce soit le greffier, le huissier, que ce soit l'opérateur de banque, tout celui qui va s'amuser à bypasser cette réforme sera arrêté. Mesdames et messieurs membres des hautes juridictions de notre pays, monsieur le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions juridiques, professeur Mungumba, monsieur le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, mesdames et messieurs les directeurs généraux des entreprises publiques, établissements publics et services publics, mesdames et messieurs les directeurs généraux des banques, en vos titres et qualités respectifs. C'est un grand honneur pour moi ces jours de me présenter par devers pour aborder la problématique des réformes que nous avons engagées au cours de nos 100 premiers jours, sur impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et dans le cadre de l'exécution du programme d'action du gouvernement. Il s'agit donc des réformes initiées par le gouvernement souvinois, simplement portées par notre modeste personne. Comme vous pouvez le remarquer, dans notre méthode de travail, nous avons plutôt opté pour une approche pragmatique des choses, puisque nous nous sommes aperçus que depuis des siècles, depuis, je veux dire, des décennies, nous avons excellé dans les discours. Nous sommes très forts dans les discours, nous sommes très forts dans les théories, mais en tout cas très faibles dans la pratique des choses. Nous nous sommes dit que notre peuple attendait de nous des actions beaucoup plus concrètes qui confortent ces attentes. Et c'est comme ça que vous allez m'excuser de ne pas faire un discours ex cathedra, mais plutôt d'échanger avec la présente assistance. Lorsque je prends mes fonctions, après donc la nomination dont j'ai bénéficié de la part du président de la République et de Madame la Première ministre, j'ai reçu beaucoup de plaintes. La première semaine, c'était une semaine difficile parce que ce soit des collègues membres du gouvernement, j'ai cité Excellence Monsieur le ministre du Portefeuille, que ce soit le vice-premier ministre, ministre des Transports, mon aîné Jean-Pierre Bemba, qui est en charge des transports, et bien d'autres collègues, les directeurs généraux des banques, les directeurs généraux des entreprises publiques, même les gouverneurs de province, nous saisissaient tous les jours pour se plaindre des saisies intempestives de leurs comptes, de leurs avoirs. Tantôt au mépris des dispositions pertinentes du droit WADA.
même du droit interne. Comme vous le savez, il est inimaginable de pouvoir saisir les comptes d'un gouvernorat de province. Ça, c'est à titre élémentaire. C'est le droit, le minimum de droit que nous tous nous avons appris. Mais vous allez dans nos juridictions, vous trouvez des décisions, des confirmations, des saisies, des comptes, des avoirs d'un gouvernorat de province. Est-ce qu'on fait ça à dessein ou par ignorance? Et lorsque nous scrutons, nous voyons que c'est des réseaux mafieux qui s'étaient organisés à mettre notre pays à genoux. Parce qu'ils savent bien que ce sont des démembrements de l'État par excellence. Ce sont des services publics de l'État par excellence. Mais ils vont saisir leurs comptes. Et c'est pourquoi vous allez le remarquer que nous avons tout de suite mis en place des mécanismes d'arrestation de certains grands criminels économiques et financiers. Oui, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais c'est de cela qu'il s'agit. Mais nous nous sommes dit qu'au-delà de ça, il fallait apporter une solution de droit. Le deuxième conseil du ministre, le chef de l'État, magistrat suprême, après avoir reçu plusieurs doléances, et après présentation d'une note d'information de son Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille, les instructions étaient donc dictées de manière ferme au ministre d'État, ministre de la Justice, pour pouvoir réformer, trouver des solutions structurelles à ce problème qui jonchait notre système judiciaire et juridique. C'est à cet effet que nous avons mobilisé des intelligences, des experts de droit au WADA, en l'occurrence le professeur Zerbou, que je remercie, qui a activement participé à cette réflexion, ainsi que d'autres juristes, le professeur Massamba, empêché parce qu'il est dans une autre commission des réformes que nous avons mises en place. Mandirka, que je remercie aussi, Maître Kaïcha, et bien d'autres juristes chevronnés. Je vois le conseil juridique de la Banque, M. Gabriel, qui était aussi associé, et bien d'autres intelligences. Nous nous sommes également rendus compte des condamnations fantaisistes des banques, des entreprises minières et des grandes entreprises multinationales. C'est tout quidam qui pouvait se réveiller un bon matin pour une créance de 1000 $, pouvait faire condamner une multinationale au paiement de 20 millions de $ et saisir les comptes de cette multinationale. C'est ça qui a occasionné l'insécurité judiciaire et juridique. Et du coup, tous les grands opérateurs économiques avaient maintenant de craintes à pouvoir faire des dépôts au sein de nos banques. Et nous nous sommes rendus compte, au-delà de ça, qu'il y avait également cette pratique de spoliation des biens, des maisons, des fruits et de l'État. C'est chaque jour que je recevais des appels. Tantôt on était allé déguerpir quelqu'un à Lima, tantôt on déguerpissait quelqu'un à Bombay, etc. Et vous regardez, parfois c'est des faux jugements, des fausses décisions de justice, c'est des décisions de justice qui se contredisent, c'est des certificats d'enregistrement qui se contredisent, bref, une anarchie qui malheureusement a constitué une grave insécurité judiciaire qui ne peut pas aider à faire décoller le pays. Suivant ces instructions, nous avons produit un premier texte sur la base de notre Constitution, donc de l'article 128 de notre Constitution, et du droit au WADA, article 50-10, du nouvel acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Nous avons trouvé une brèche pour essayer très rapidement d'arrêter l'hémorragie. La réforme courageuse et difficile est passée. Commission des lois, conseil de ministres, il fallait faire remarquer que c'était possible de pouvoir faire passer ça par voie réglementaire. Et c'était possible. Sur la base de l'article 92
2 de notre Constitution, nous avons effectivement fait en sorte que ce soit la Première ministre qui puisse signer un décret contresigné par le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le décret est donc intitulé « Décret portant sauvegarde des biens des entreprises, établissements et services publics ». Dans ce décret, l'innovation majeure, c'est l'intégration de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques, services et établissements publics. Comme vous le savez, les DG des entreprises publiques et établissements publics n'est géré plus. Je salue ici la présence de la première présidente de la Cour d'appel, Gombe, qui sait combien de fois elle a été appelée, évidemment, à statuer sur des questions des défenses à exécuter. Et généralement en précipitation, parce que pendant ce temps, tous les jugements étaient revêtus de la formule exécutoire sur minute nonobstant tout recours. Tous les jugements, je dis bien tous les jugements. Vous verrez à la fin, exécutoire sur minute, nonobstant tout recours. Vous posez la question au juge, quelle urgence il y a à pouvoir insérer cette formule? C'était de la faute. C'était juste une façon de frauder et piller les ressources des entreprises publiques. Et au moment où la partie adverse fait appel, sur pied de l'article 172, vous verrez que les banques ont déjà fait quoi? Ont déjà procédé au paiement. Vous posez la question au banquier, il dit non, non, nous avons peur d'être condamnés pour cause des saisies. Voilà comment les ressources de l'État, des entreprises qui négocient avec des avocats, avec certains juges, avec même certains agents de banque, bref, c'est des réseaux des mafieux comme ça qui ont tué le pays. Alors avec cette réforme, comme vous pouvez le remarquer, nous avons créé désormais des millionnaires en papier. Donc tu as tes millions parce que tu as obtenu des décisions frauduleuses, mais tu te contentes de ce papier-là. Je pensais que quelqu'un pouvait m'applaudir. Et donc c'est cela le phénomène. Maintenant là, tu as ta décision de justice frauduleuse et généralement, vous verrez que c'est toujours dans des procédures par défaut, condamnation par défaut. Non, non, cette entreprise-là ne s'était pas présentée. C'était toujours comme ça. Où on est allé signifier aux voisins. Et du coup, vous pouvez vous rendre compte que c'est des millions et des millions de dollars que nous avons sauvés, qui sortaient du patrimoine des entreprises publiques. Et qu'à ce jour, je voudrais rappeler que tout celui qui va oser encore s'amuser, que ce soit le juge, que ce soit le magistrat, que ce soit le greffier, le huissier, que ce soit l'opérateur de banque, tout celui qui va s'amuser à bypasser cette réforme sera arrêté. Parce que la question de développement de notre pays n'est plus une option. C'est une décision prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que c'est une honte pour nous que de continuer à croire que le paradis c'est l'Europe, le paradis ce sont les États-Unis. Lorsqu'un membre du gouvernement tombe malade, il est évacué à l'étranger. Ça devait nous faire la honte, nos gouvernements. Et le chef de l'État a dit fini ça. Mais pour pouvoir y arriver, mais il faut maximiser les recettes publiques. Il faut remettre nos entreprises publiques, il faut remettre les entreprises privées en état, aussi bien d'employer que de produire. Donc nous allons systématiquement et sévèrement combattre la mafia. Ceux qui se sont amusés, je crois que vous avez remarqué, ils sont en prison jusqu'aujourd'hui. Deuxième réforme majeure, c'est l'arrêté interministériel modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 16 mai 2023
Nous l'avons signé avec mon collègue ministre des Finances le 20 août 2024. C'était aussi difficile. Ou, même parfois, certains avocats, il a une créance initiale de 10 000 $, mais après il poursuit l'entreprise parce que c'est une multinationale. Et après avoir encaissé les 10 000 $ d'honoraires, au paiement des colossales sommes d'argent, c'est toujours des millions, et puis on saisit les comptes. Bref, les vrais investisseurs commencent à fuir notre pays. J'ai reçu Total, j'ai reçu des opérateurs miniers qui se retrouvaient en insécurité. Et je remercie donc une fois de plus la première présidente de la Cour d'appel pour avoir coopéré et travaillé à aider, à sauver certaines de ces entreprises. C'est tout le monde qui pouvait se lever un bon matin et faire condamner une entreprise. Non, ça ne se passe pas comme ça. Sous d'autres cieux, il existait ce qu'on appelle la caution judiciaire. Tu ne peux pas faire des affaires avec une grande multinationale si tu n'es pas un homme d'affaires. Si tu n'es pas toi-même en capacité financière adéquate. Comment tu vas prétendre que Total te doit 10 millions de dollars alors que dans ton compte, tu n'as pas 10 $? Comment vous expliquez ça? Les entreprises minières, n'en parlons pas. Et nous avons dit, niet, on a fait passer la réforme sur la consignation. Nous sommes passés de 10 $ initial, qui était comme frais exigés, comme consignation, en pourcentage. Maintenant, pour les entreprises privées, si tu veux assigner une entreprise privée à te payer des dommages aux intérêts quelconques, il faut payer les 5% de tes postulations. Tu veux faire condamner, je veux dire, la Robanque à te payer 20 millions de $ à titre des dommages aux intérêts, ok, il faut payer à l'État, dans un compte de l'État, 5% des 20 millions. Avant que le juge ne procède, parce qu'il s'agit de la consignation de frais. Donc, à l'absence du bordereau des paiements de ces 5%, les juges ne procèdent pas. Et tout juge qui procède sans preuve de paiement est considéré comme complice au détournement de deniers publics. Et en ce moment-là, on va pouvoir les repérer à partir de l'exécution de la décision de justice. Parce que la banque va exiger, avant d'exécuter, le bordereau de paiement de cette consignation de frais. Voilà comment nous avons réussi à verrouiller. C'est donc 2% pour les privés, 5% pour les entreprises publiques. Cependant, il y a des petites exceptions que vous allez lire au niveau de l'arrêté, notamment sur les questions liées à la propriété, au droit de famille, les questions liées au contentieux fiscal, etc. Mais en même temps, la question de l'indigence demeure, puisque c'est réglementé par la loi. Il appartient au juge de pouvoir exonérer quelqu'un du paiement de cela, mais après avoir prouvé, évidemment, qu'il est réellement indigent. Donc ici, le droit d'accès à la justice pour tous est garanti. Il n'y a donc pas de crainte. Et les conditions d'indigence sont également prévues. Qui peut être qualifié d'indigent et qui ne peut pas l'être. Troisième réforme majeure, c'est sur les exécutions. Comme vous le savez, dans notre arsenal judiciaire, on a séparé, et même juridique, les fonctions de dire le droit des fonctions d'exécuter le droit qui est dit par un juge. C'est en fait pour éviter les abus. C'est pourquoi on dit toujours que l'indépendance du juge, qui est consacrée à l'article 149 de notre Constitution, est relative. Ce n'est pas absolu. Les juges, ils disent le droit,
mais n'exécute pas son droit. Pourquoi? Parce qu'il dit ce droit-là au nom du peuple congolais. Et le peuple congolais est représenté par le chef de l'État, qui est garant du bon fonctionnement des institutions sur la base de l'article 69 de notre Constitution. Et que donc, de ce point de vue, l'indépendance ne peut qu'être relative. Et c'est à cet effet que, vers les articles 80 et suivants, vous verrez que le chef de l'État, c'est lui qui nomme les magistrats. Les magistrats, les juges ne sont pas élus. Ils puisent leur légitimité de la signature, donc de la nomination, du chef de l'exécutif par excellence, qui est le chef de l'État. Et que donc, de ce point de vue, on dit le droit de manière indépendante, on ne peut pas interférer. On interdit au pouvoir exécutif, on interdit au pouvoir législatif d'interférer. Mais lorsqu'il faut exécuter, on dit que ce sont les huissiers de justice. C'est ça la beauté du droit. Ce sont les huissiers de justice, au regard de la nouvelle réforme sur le huissariat, qui sont habilités à exécuter, pas les greffiers de justice, pas les greffiers. Parce que la confusion actuelle, c'est que vous voyez un greffier aller exécuter une décision de justice, vous voyez tout agent même de parquet aller exécuter une décision de justice, tout le monde peut se lever un bon matin, aller à la banque, aller auprès d'un opérateur, exécuter. Cette anarchie-là doit prendre fin. Et comme vous l'avez remarqué, j'avais donné une injonction pour qu'on poursuive certains non-huissiers de justice qui se sont hasardés à pouvoir exécuter des décisions de justice. Mais les huissiers de justice relèvent du ministère de la Justice. Et c'est pourquoi nous sommes en train présentement d'installer des chambres provinciales d'huissiers sur l'ensemble du pays pour pouvoir contrôler les exécutions. C'est ce qui se fait actuellement. Nous avons également mis en place par arrêté ministériel une commission mixte constituée des huissiers de justice et de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Avant nous, vous le savez, l'anarchie qui renie. Donc présentement, pour pouvoir exécuter une décision de justice, il y a cette commission qui s'étend sur l'ensemble du pays, qui vérifie l'authenticité de la décision de justice. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de faux jugements. On ment au nom de certains juges, et même des décédés, malheureusement. On vérifie la régularité, on vérifie la régularité de la procédure, et puis les huissiers accordent les numéros RH pour exécution. Ceci évite toute anarchie. Et nous avons publié sur les sites internet du ministère que nous avons créé la liste de tous les huissiers de justice. Donc lorsque vous êtes banquier, vous voyez un huissier se présenter devant vous. Un, il doit vous présenter sa carte. Deux, vous devez vérifier sur le site et du ministère et des huissiers de justice s'il est réellement agréé. Au cas contraire, vous le retournez. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'étais avocat d'une entreprise. J'avais fait arrêter un non-huissier comme ça qui était allé exécuter une décision de justice qui prenait comme ça, c'était 15 millions de dollars à cet endroit. C'est le gouvernement de la République à travers ses structures qui est appelé à percevoir les recettes publiques. Et cela ressort de l'arrêté interministériel du 16 mai 2023, tel que modifié et complété par celui du 20 août 2024, où il est clairement dit que c'est le ministre de la Justice qui perçoit, mais à travers tous les autres services. C'est perçu à l'initiative. Et là-dedans, vous allez quoi? Nous allons mettre ça à votre disposition. Vous avez les amendes, vous avez les consignations des frais. La consignation de frais ne peut pas être perçue comme on le voyait par les greffiers.
Tout court, il vient là, oh, je consigne sur le banc. C'est ça la pratique. Hein. Ouais, monsieur, est-ce que vous avez consigné? Vérifiez si on a... Oui, oui, j'ai consigne sur le banc. Cet argent va où? Dans la poche du greffier. Plutôt que d'aller où? Dans la caisse de l'État. C'est comme ça qu'on a perdu des millions et des millions. L'État perd seulement dans le secteur de la justice des millions et des millions. Pourquoi ce n'est pas canalisé? Maintenant là, et j'insiste, c'est sur instruction du gouvernement de la République, instruction du chef de l'État, tous ces frais doivent être bancarisés. Et nous sommes en train d'implanter des guichets avancés des banques au niveau de chaque office. Office de parquet, office de la police judiciaire, office des juridictions. Il y a 240 actes générateurs de recettes. Ça doit passer par la banque. Ceux qui vont s'entêter face à cette réforme seront à nous. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'on n'a pas été informé. Voilà l'une des grandes réformes qui a aidé en un mois, avec un seul guichet que nous avons installé au niveau du palais de justice, nous avons décuplé les recettes publiques. Les recettes mobilisées en une année sur l'ensemble du pays ont été mobilisées dans un seul guichet, s'il vous plaît. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où nous avons nous-mêmes entretenu l'écoulage des recettes publiques et pendant ce temps, nous exigeons de l'État l'amélioration des conditions de vie. C'est contradictoire. Nous voulons qu'on augmente les salaires de magistrats, les salaires des greffiers, nous voulons qu'on améliore les conditions de vie de nos médecins, de nos enseignants, etc. Mais aidons l'État à maximiser les recettes publiques. Et donc voilà autant des réformes que nous avons mises en place. Et celles en cours sont celles concernant le système pénitentiaire. Nous sommes en train de finaliser, nous avons finalisé la rédaction des 3 décrets portant mesures d'application de la loi sur les régimes pénitentiaires. Comme vous l'avez remarqué, nous avons trouvé une situation carcérale chaotique. Il faut des réformes majeures. En fait, la question ici ne consiste pas à construire une autre prison. Parce que vous pouvez construire une prison de 100 000 places, mais on aura 150 000 prisonniers. On aura 200 000 prisonniers. Et puis, on va encore crier à la surpopulation carcérale. Le vrai problème ici, c'est que il faut réduire systématiquement les nombres des prévenus au sein de nos prisons. Parce qu'aujourd'hui, seul à Makala, vous avez 85% des prisonniers qui sont des prévenus. Seuls 15%, 12 à 15% sont des condamnés. Du coup, ça met en difficulté le gouvernement à pouvoir agir. Par exemple, nous avons une grande main-d'œuvre sur tous ces jeunes que vous appelez Koulouna, mais peuvent faire les champs. Mais comment l'État va les envoyer à faire les champs sans décision de justice? C'est impossible. Donc il revient également à nos juges et magistrats de s'organiser que lorsque on envoie quelqu'un à Makala, qu'on puisse directement s'organiser à fixer son statut. Son statut. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un aujourd'hui, vous le laissez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 21 ans, sans condamnation. En considérant qu'il s'agit de la responsabilité de l'État. Alors qu'est-ce que nous avons fait dans les nouvelles réformes? C'est que nous allons donner plus de possibilités aux directeurs de prison de pouvoir évaluer et juger la régularité des détentions. En ce moment, alors si la détention est irrégulière, quelqu'un peut rentrer chez lui et on met en place des systèmes de bracelets électroniques, etc. Donc c'est des réformes qui sont déjà prêtes et d'ici la semaine prochaine, elles vont devoir faire l'objet des discussions. Nous avons également abordé les grandes réformes, c'est en cours, la loi sur le barreau.
Heureusement, j'ai salué la présence du bâtonnier national Chépélé dans la salle. Dans ce pays, comme vous le savez, il y a de cela, il y a 7-8 ans, le Parlement a fait passer une loi, mais qui a disparu dans la nature. Mais c'est grave, une loi qui disparaît dans la nature. Alors, nous revenons sur ce texte-là. Nous avons mis en place une commission spéciale réforme de quelques lois essentielles de notre système judiciaire. 1. La loi sur l'organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Comme vous le savez, la difficulté qu'éprouvent aujourd'hui les gouvernements, c'est que les gouvernements manquent de bras séculiers au niveau de la criminalité, de la lutte contre la criminalité. Je suis ministre de la Justice, mais je n'ai jamais reçu le rapport des parquets sur les cas saillants des délinquances. Ça n'existe nulle part en dehors de notre pays. Nulle part au monde. Parce que c'est le gouvernement qui pilote la politique criminelle de l'État, qui impulse et qui l'exécute à travers son ministre de la Justice, qui a un bras séculier qu'on appelle parquet, qu'on appelle auditorat. Mais actuellement, c'est article 70 qui dit ouais, les magistrats du parquet sont sous l'autorité du ministre de la Justice et c'est limite là. Vous posez la question aux magistrats, ils disent non, nous sommes indépendants. Et donc du coup, le ministre de la Justice et les gouvernements ne savent pas travailler. Ou le ministre peut donner injonction à un procureur et il refuse d'exécuter. Cette anarchie ne peut pas aider à faire fonctionner l'État, c'est impossible. En considérant qu'avec la révision de 2011, l'article 149 avait extirpé le parquet d'indépendant du pouvoir judiciaire, donc du pouvoir judiciaire. Donc on va clarifier le rôle du ministre de la Justice sur les magistrats de parquet. Il faut effectivement, et ça c'est mon point de vue, il faut renforcer les pouvoirs du ministre sur la surveillance du travail des parquets. Il faut une conférence des procureurs. Il faut évaluer périodiquement et régulièrement la politique criminelle du gouvernement. Sinon, c'est compliqué. Nous avons également abordé la question de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes en train de travailler dessus. Vous allez voir également les réformes qui vont être amorcées là-dedans. Les conseils supérieurs à la magistrature, en réalité, ne concernent pas que la magistrature. On veut avoir le Conseil supérieur de la justice. Parce que la question de la justice concerne aussi bien les avocats, les huissiers, la société civile, l'exécutif et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, pour votre information, même le président de la République n'est pas membre du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice que je ne suis pas membre du Conseil supérieur de la magistrature. Alors que le budget du pouvoir exécutif est présenté et soutenu par le gouvernement de la République. Mais on ne sait pas l'évaluer. Donc c'est vraiment une anarchie qui doit être corrigée pour permettre d'aller. Et puis la loi sur les statuts de magistrats. Et bien d'autres lois, la loi sur le code judiciaire militaire, etc. La loi sur le parquet financier, nous l'avons défendue hier au niveau de la commission des lois, ça continue. Sachez que le chef de l'État nous avait instruit, et le gouvernement de la République avait pris une décision, il faut un parquet financier. Et le texte est déjà élaboré, il est en discussion. Dans les jours qui viennent, nous allons devoir le défendre au Conseil des ministres, pour que nous ayons un organe de répression spécialisé avec des magistrats policiers spécialisés qui vont aider à réprimer la délinquance économique et financière. Et enfin, c'est les textes sur l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Comme vous le savez, l'ordonnance de 87 est aujourd'hui obsolète. Il faut l'adapter au contexte judiciaire actuel. Et nous l'avons présenté encore hier en commission de loi. Les discussions se poursuivent bientôt. Ce texte sera charcuté et présenté au public. Voilà, mesdames et messieurs, lorsqu'on vous dit que le ministre de la Justice il fait du populisme, si ce sont ces réformes qui relèvent du populisme, alors c'est un bon populisme.
Justice et Garde des Sceaux. Merci également d'avoir rattrapé en signalant la présence de M. le bâtonnier national dans la salle et à qui nous présentons des excuses pour cette omission. Je vais passer la parole à son Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille, qui je suppose devait être un homme heureux parce qu'il voit ses entreprises publiques être protégées. Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais avant toute chose remercier le ministre d'État, ministre de la Justice, pour l'occasion qu'il m'offre ces jours afin d'intervenir dans cette conférence qui est très importante. Je voudrais commencer par rappeler la célèbre phrase du président de la République, chef de l'État. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Cette phrase est pleine de sens et nous permet de décliner certaines politiques audacieuses. Et je pense qu'ici, nous sommes dans ce cadre-là où des politiques audacieuses doivent être menées par le gouvernement pour changer le cours des événements. J'interviens sur la question de l'opportunité. L'opportunité de ces décrets et ses conséquences sur le plan économique et social. De l'opportunité. Après ma nomination comme ministre du Portefeuille, j'ai eu l'occasion de consulter l'ensemble des mandataires publics et une bonne partie des mandataires des entreprises d'économie mixte, des sociétés d'économie mixte. Parmi les constats majeurs qui se sont dégagés, celui relatif à l'insécurité du patrimoine des entreprises, allant jusque dans ces comptes, dans ces ressources financières, a été parmi les plus émergents. Cette insécurité avait des conséquences énormes et risquait d'avoir des grosses conséquences sur le plan économique et social si des mesures drastiques n'étaient pas prises à temps. En effet, toutes nos entreprises publiques, toutes nos sociétés d'économie mixte étaient simplement coincées. Trésorerie plombée, patrimoine pillé, perspective incertaine. Et pourtant, les entreprises du portefeuille de l'État, les établissements publics qui jadis étaient dans le registre des entreprises publiques sont l'épine dorsale de l'économie du pays. D'une part, et d'autre part, c'est le boulevard par lequel le développement de l'économie du pays devait être assis. Aujourd'hui, vous allez observer de moins en moins et depuis plusieurs décennies que les entreprises du portefeuille de l'État ont été présentées comme les entreprises, l'expression consacrée à canard boiteux. Et émerge une catégorie d'entreprises privées tenues par un groupe de personnes que vous connaissez très bien, je ne suis pas ici et je ne suis pas contre, qui risquent, si nous nous prenons garde, d'avoir le contrôle de l'économie de la République démocratique du Congo et nous rentrer dans une colonisation économique. Des mesures doivent être dès lors prises pour sécuriser les entreprises qui sont tenues par les Congolais, qui ont certes des défis à relever, mais qui disposent des potentiels énormes pour développer l'économie congolaise et réaliser ce que les économistes appellent le bond du crapaud. Et c'est possible. D'autres économies l'ont fait
pourquoi l'économie congolaise ne pourrait pas le faire. Et donc, la situation du patrimoine de ces entreprises était telle que, quelles qu'aient été les politiques menées par le gouvernement en rapport avec les entreprises du portefeuille de l'État, nous ne pouvions pas espérer obtenir des résultats probants, étant donné qu'un certain cartel a vu les jours, avec une approche systémique pour piller de manière organisée les patrimoines des entreprises, les finances des entreprises et les établissements publics, et donc organiser un enrichissement sans cause. Les acteurs sont à la fois au sein des entreprises, ils sont aussi en dehors des entreprises. Le temps était donc arrivé pour que ces décrets, sous les auspices du président de la République, chef de l'État, et Madame la Première ministre, soient pris, et j'en profite pour féliciter le ministre de l'État et le ministre de la Justice pour l'audace. Il fallait de l'audace. Il faut de l'audace. Il faudrait encore de l'audace pour changer le cours des événements dans ce pays. Est-ce possible de changer les choses dans ce pays, oui ou non? Oui. Mais il faut des hommes et des femmes capables de pouvoir se dire: je disais qu'il faut des hommes et des femmes capables de dire: ça doit changer, ça va changer. Ce ne sont pas les lois qui nous manquent, ce ne sont pas les têtes pensantes qui nous manquent, c'est la détermination à agir dans la bonne direction, dans l'intérêt des citoyens, qui manque à plusieurs personnes d'entre nous. Il ne faut pas attendre que les millions de personnes se mobilisent pour ça. C'est une poignée d'individus qui est capable de transformer le destin de tout un peuple. Et ces lois et ces décrets se prennent dans ces cadres-là. Ces gouvernements, pour le deuxième mandat du président de la République, doit être considéré comme un gouvernement audacieux, réformateur, qui doit aller à contre-courant de certaines habitudes, de certains comportements. C'est ce qui doit être. Mesdames et messieurs, les entreprises du portefeuille de l'État couvrent les pans le plus important de l'économie congolaise. Si vous ne le saviez pas. Ils sont dans tous les secteurs, elles couvrent tous les secteurs, voulais-je dire. Secteur minier, secteur des infrastructures, secteur des hydrocarbures, secteur des finances avec la CADECO, la SOFIDE, secteur des services, secteur des jeux de hasard national. Tous les secteurs sont couverts par les entreprises du portefeuille de l'État. Ceux qui ont pensé que l'État puisse avoir un regard sur tous ces secteurs économiques avaient bien compris qu'un pays comme le nôtre ne peut pas se développer si l'État n'avait pas le contrôle et l'orientation de l'économie dans les secteurs le plus stratégiques et à externalité positive. Nous devons protéger ces patrimoines contre les tenants de la privatisation à tout prix. Nous opposons cette idée selon laquelle l'État est capable d'avoir des bons gestionnaires parce que d'autres pays et d'autres modèles ont réalisé des pas importants sur le bas du même modèle. Je prends la Thaïlande. Lorsque le Fonds monétaire international arrive en Thaïlande et demande au Premier ministre de l'époque: je veux que vous privatisiez toutes les entreprises du portefeuille de l'État. Enfin, toutes les entreprises publiques. Le Premier ministre a dit: pas question. Nous allons les garder comme tels, mais on va améliorer la rigueur de la gestion. On va améliorer la gouvernance. On va extirper de ces entreprises tous ces facteurs exogènes qui les mettent à mal. Et l'un des facteurs exogènes le plus important, c'est le pillage par les biais des décisions judiciaires qui mettent à mal nos entreprises et qui ne permettent pas de faire d'elles ces boulevards du développement économique du pays. Voilà pourquoi je vais m'arrêter là pour dire qu'au plan de l'opportunité, il était temps que ces décrets soient pris. Il est temps
que ces décrets soient exécutés par des patriotes congolais. Moi, je suis l'économiste libéral, mais je suis en même temps un adepte du patriotisme économique. Lorsque on nous parle du climat des affaires, mais oui, il faut un climat des affaires amélioré. Mais c'est aussi valable pour le secteur privé que pour le secteur public. L'occasion nous est donnée pour qu'un climat d'affaires digne de ce nom soit observé aussi pour les entreprises du portefeuille de l'État. Pour éviter que la rentabilité de ces entreprises soit mise en cause. 2, que l'économie ne soit désarticulée à travers la désarticulation des entreprises et la désarticulation du système bancaire. On risque de mettre à moule toute l'économie. Et les décisions qui ont été prises à travers ces décrets sont d'une importance économique et sociale telle que nous devons simplement nous ranger et, à l'unisson, travailler pour que ces décrets puissent être exécutés tels qu'on l'a pensé et tel que c'est écrit. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille. J'ai envie de dire, heureux comme le ministre du Portefeuille qui voit les entreprises dont il assure la tutelle être protégées. Je vais devoir passer la parole au professeur Désiré Cachemire Kolongele pour nous entretenir sur l'enjeu de la double protection des établissements, entreprises et services publics. Professeur, vous avez la parole. Merci. Je vous remercie pour la parole que vous m'accordez. Honorables députés et sénateurs, mes chers collègues ici présents, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats et magistrats ici présents, Monsieur le bâtonnier national, et nous pouvons trouver. Merci d'avoir précisé la notion d'entreprise publique. Merci de nous avoir rappelé que dans notre arsenal juridique, l'insaisissabilité est une notion qui est consacrée. Nous allons passer au quatrième intervenant. C'est Maître Jérémy Ambo. Maître Jérémy Ambo est auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier que vous avez peut-être vu à l'entrée de la salle, c'est le code à noter sur le recouvrement et voies d'exécution en droit au WADA. Maître Jérémy Ambo va nous parler de l'immunité d'exécution en droit au WADA en faisant une analyse diachronique à partir de la jurisprudence de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Je vous en prie. Vous pouvez rester, c'est à votre aise. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille, chers membres du gouvernement, Monsieur le bâtonnier national, chers confrères, c'est un honneur pour moi d'être encore parmi vous ce matin. Je dis encore parce que je suis habitué de ce pays que j'ai découvert en 2012 à la faveur du grand séminaire qui avait été organisé par l'État du Congo
sur la sensibilisation du public relativement à l'entrée en vigueur des actes uniformes en RDC. J'étais à la CCG à l'époque, ça faisait déjà une année, et je faisais ma première mission à l'étranger. Et pour la petite histoire, c'est dans ce pays que l'idée m'est venue de m'investir dans le droit au WADA. Et c'est à la faveur d'un échange que j'avais eu avec des confrères dans un restaurant que l'idée m'est venue d'écrire un premier ouvrage sur comment saisir. Alors, l'État qui est dépositaire de la puissance publique, l'État à qui nous avons renoncé, n'est-ce pas, à nos souverainetés particulières pour remettre entre ses mains, est tenu justement de veiller à ce qu'il y ait cet équilibre-là. Et donc, il peut arriver que, à un moment donné, l'exécution d'une décision de justice se trouve être plus catastrophique que la décision qui a été rendue, ou en tout cas, que l'exécution d'une décision de justice perturbe soit l'ordre public, soit le déroulement des activités commerciales. Et en ce moment-là, il faut, n'est-ce pas, tout faire pour éviter justement qu'il y ait une instabilité. Donc il faut concilier tous ces éléments-là. Et c'est la raison pour laquelle le législateur a estimé qu'il y aura donc des personnes contre qui on ne pourra pas exécuter. On ne peut pas exécuter. Pourquoi? Parce que l'exécution risque de causer du tort à l'intérêt général. On met de côté les particularités pour regarder l'intérêt général. Et c'est ça le sens de l'immunité d'exécution. Le législateur l'a compris très tôt, en 1998, lorsqu'il a indiqué à l'article 31, alinéa 1er, que l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant de l'immunité d'exécution. Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelle qu'en soit la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles, dont quiconque sera tenu envers elles sous réserve de récipient. Quelque chose, ministre d'État, ministre de la Justice, c'est la meilleure journée en fait de ma vie en tant que ministre. Parce qu'évidemment, ça va au-delà d'aller désengorger en prison jusqu'à 22 heures, d'aller dans les cachots, dans les animaux, recevoir des plaintes des justiciables, victimes des mauvaises pratiques judiciaires. Ici, on réfléchit. Je tenais vivement à remercier son Excellence Monsieur le ministre Jean Lucien, qui est un aîné de très longue date, également le professeur Yves Randy, qui s'est disponibilisé, Maître Rambou et le professeur Isabou, que j'ai connu à Lomé. Et un mois après, j'étais nommé ministre. C'était plus facile de mettre en application les réflexions sur lesquelles on travaille. Le vrai problème pour vous, c'est l'impunité. Disons que c'est le désordre et l'indiscipline. Ce sont les deux mots qui rongent notre société. Il y a un désordre caractérisé dans tous les secteurs de la vie nationale. Il y a une indiscipline caractérisée. Les responsables de service sont partout, sauf là où ils doivent être. Les responsables de service font tout, sauf ce qu'ils doivent faire. Voilà des mots qui vont jouer. C'est pourquoi
il faut une justice forte qui impose de l'ordre. Comme dit le chef de l'État, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Je suis désolé, mais à mes moments perdus, des détentes, j'aime suivre Poutine. À mes moments de détente, j'aime suivre Kim Jong-un de la Corée du Nord. Je suis très impressionné par ces deux personnes que je prends pour modèle. À chaque fois que je me sens coincé par la force de la mafia, je suis ces gens et je me récroqueville, je me renforce dans la détermination à pouvoir rompre le mal. Il faut s'en souvenir. Tant que nous n'allons pas s'en souvenir, quelles que soient les réformes, ça ne servira à rien. Il faut fouetter, il faut chicoter, il faut révoquer. C'est pourquoi, moi, dans mon cabinet, j'en suis peut-être à 100 suspensions déjà. Administration comme membre du cabinet. Ça ne blague pas. Chacun doit faire son travail. Et vous êtes évalué chaque semaine. Je vous donne un exemple. Monsieur le DG de GFM a dit tout à l'heure que le bien, les avoirs de GFM ont fait l'objet des saisies. Je pose la question au juge. Est-ce que c'est légal? Qu'une décision de justice puisse confirmer la saisie des biens d'un établissement public. Quelle est la base légale? Si ce n'est l'intention de détourner, de piller les ressources de l'État, en dehors de cela, il n'y a pas une autre justification. Le gouverneur de Kinshasa, la ville ici, je crois que son territoire est dans la zone de vice-gouvernement. Tous les avoirs du gouvernement saisis. Est-ce que, même au regard de notre arsenal juridique, est-ce qu'on peut saisir les avoirs du gouvernement? Donc, sur quelle base il y a des décisions de justice qui confirment ces saisies? Voilà. Et tout ceci se passe en toute impunité. On n'interdit pas le juge qui commet ces genres de bêtises. Et on interdit au ministre de citer des juges. On dit outrage au magistrat. Il y a un problème. Chers compatriotes, c'est choquant quand on voyage à l'étranger. On voit ça que les autres font de leur nation. Et que l'on revient ici, on se rend compte que nous étions comme dans une espèce d'enfer anticipé. Nous vivons déjà dans l'enfer. Même ceux d'entre nous qui forcément iront au paradis comme moi. Mais on nous force à vivre dans l'enfer. Non, je refuse de vivre dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe d'individus, un groupe de citoyens, en fait, qui ont décidé de s'accaparer de toutes les richesses du pays. Tantôt en utilisant des petites formules juridiques malicieuses, au lieu d'utiliser notre intelligence pour construire le pays, nous utilisons notre intelligence pour trouver des subterfuges pour faire du mal au peuple et à notre pays. C'est inacceptable. C'est pourquoi face à la barbarie, il faut des méthodes barbares.
face à la violence, il faut de la violence. Lorsque vous êtes juge, vous violez sciemment le droit à rendre une décision. Cette décision ne sera pas appliquée. Très bien. De manière beaucoup. Parce que vous l'avez fait sciemment. Pour piller les ressources de l'État. Pour handicaper, vous imaginez, vous bloquez les comptes d'un gouvernement de province. Vous vous attendez à quoi? Et pendant ce temps, nous sommes en train de nous plaindre que voilà, la ville est sale, voilà, rien ne marche, les caniveaux, il faut le curer, on va les curer avec roi. Et il y a un monsieur responsable, il met bien sa cravate et le matin, il sort de sa maison, il dit aux enfants, je vais où? Au travail. Il va au travail pour délivrer son propre état, la vie de ses propres enfants. Ce que je voulais vous dire, c'est que avant de prendre une décision, il faut toujours regarder vos enfants, car vous léguez à ces enfants. Nous avons au moins hérité de ce que nous avons. Regardez Gomé ici. Gomé nous appartient. Nous allons un bon matin et un groupe d'individus qui déclarent l'indépendance, qui revendiquent, n'est-ce pas? Qui revendiquent l'espace Gomé. Parce que nous avons décidé nous-mêmes de spolier nos propres terres, les terres de nos ancêtres, les terres de nos pères. Et c'est avec des décisions de justice. Il faut que toutes les brebis galeuses, que ce soit au niveau de la magistrature, que ce soit au niveau de l'avocature, que ce soit au niveau de Wessaria, toutes les brebis galeuses à la base de la déliquescence de l'État soient arrêtées, soient appréhendées. C'est pourquoi je voudrais vous inviter tous à vous mobiliser, tous à nous mobiliser contre la mafia. Si je vous décris que c'est la mafia qui est à la base de la déliquescence de l'État, secteur par secteur, le portefeuille n'en parle pas. Nous sommes en train de parler des entreprises, de l'établissement. L'État a consenti beaucoup d'efforts. Mais maintenant, garde à tous les DG qui vont s'amuser et à tous les acteurs juridiques. Et monsieur le ministre du portefeuille vient de nous dire, nous serons très regardants dans la gestion. Il n'y a plus d'ailleurs des saisies depuis un certain temps, mais il n'y a plus de saisies. Les quelques saisies qui existent actuellement, c'est des arriérés. Ça veut dire que nous attendons une nette amélioration dans la maximisation des recettes. Sinon, nous allons sortir notre chien des gars pour pouvoir s'occuper substantiellement de tous les mandataires véreux qui se cachaient derrière les saisies des comptes pour piller les ressources. C'est pourquoi nous accélérons les réformes sur le parquet financier. Le jour où nous allons effectivement mettre en branle, pas des arrestations théâtrales, non, on arrête un détournement de deniers publics. On confisque ce bien, donc on tend vers là. On instaure la confiscation de biens en attendant les jugements. Dès que tu es déjà en instruction préjuridictionnelle devant le magistrat du parquet financier qui va bientôt voir le jour, dès que tu es là, on instruit et directement on confisque tous tes biens. Parce qu'on assiste à quoi? On assiste aux poursuites. On arrête, il y a un point libère. Pendant ce temps, la personne a empoché 5 millions de dollars, 10 millions. Ils s'entendent, c'est un réseau. C'est écoute, je vais passer. Il y avait de la complaisance. Et dès que nous avons dit stop, niet, on a fait avec 2 ou 3 d'entre ceux qui se sont amusés à venir comme ça,
Je peux vous rassurer que je n'ai plus jamais reçu, moi, d'opérateurs économiques qui viennent avec des cadeaux d'honneur. Dans la plupart des cas, je m'interroge. Je ne reçois que des justiciables de la classe moyenne qui viennent se plaindre. Je dis ça. Et du coup, ça me construit une telle indépendance de juger les cas en âme et conscience. Donc sachez que ce gouvernement supplémentaire, pour le deuxième mandat du chef de l'État, nous n'allons pas reculer d'un seul pas sur la question du redressement de l'État. Et le redressement de l'État passe par la justice. Et je le dis, lorsque nous allons réussir à redresser la justice, comme vous venez de constater, notre budget va atteindre 50 milliards, va atteindre 100 milliards. Et c'est possible. Il suffit qu'au niveau des miniers, les opérateurs miniers respectent le code minier, que les banquiers, que tous ceux qui travaillent dans les secteurs de l'économie, les grands fournisseurs, respectent les lois de notre pays pour que les prix de biens, le taux d'échange ici puisse se stabiliser. Mais tous ces gens se sont joués de l'anarchie, du désordre et de l'impunité. Ils viennent chez nous. Quoique le gouvernement prenne des mesures d'allègement fiscaux, puisqu'ils sont dans les réseaux, ils en profitent plutôt pour faire des super profits. C'est comme ça que c'est l'économie souterraine qui prend la place de l'économie réelle. Du coup, en réalité, ce sont ces opérateurs économiques qui tiennent l'État au lieu que ce soit l'État qui puisse le donner. Voilà la difficulté. Et impunément, vous verrez que c'est eux qui fixent même le taux d'échange. Vous rêvez un beau matin au dollar, au temps. Ces histoires-là, ça va prendre fin. Parce que nous allons frapper 2-3 grands fournisseurs, 2-3 grands opérateurs, si c'est des étrangers, expulsés du pays. Vous verrez que les choses vont se redresser de soi. Là, nous sommes en train d'attendre un décret sur les allègements fiscaux et économiques. J'aurai une réunion avec le vice-premier ministre de l'économie, avec tous les opérateurs et fournisseurs de biens. On a allégé, n'est-ce pas? N'est-ce pas que le gouvernement a allégé? Ok, vous maintenant continuez à faire la spéculation des prix sur le marché. Il n'y a que dans ce pays où on s'est amusé avec l'État pendant des décennies. Lorsque Poutine prend le pouvoir vers les années 99, il s'est attaqué à l'oligarchie en place. Il a dit à tous les oligarques, écoutez, retournez plus de la moitié de vos avoirs à l'État. Et je ne veux plus que vous puissiez vous mêler de la politique. Et la censure. La Russie n'était pas la Russie aujourd'hui. Et ça s'est régressé automatiquement. On a besoin de jamais de la restauration de la censure. On peut critiquer la méthode. La méthode est barbare et c'est face à la barbarie qui est imposée par les opérateurs. C'est-à-dire que dans ce pays où un étranger peut venir et violer allègrement la loi, il est venu ici avec 10 $, et il rentre dans son pays avec 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de $, sans rien laisser à l'État. Et avec cet argent, il commence à acheter même nos propres dirigeants, nos propres autorités. Et il vous dit, Barossa Dangelo, tout
tout ça est désormais fini. Tout ce que moi je vous demande, c'est d'informer. Informer. Nous avons mis en place des outils pour pouvoir recevoir des dénonciations. Vous savez, l'excellent Jean de Sévanie, ce n'est pas 1000 personnes qui développent un État, qui donnent l'impulsion à ces fonds. Ça n'a pas besoin de 2, 3, 4 personnes. Le chef de l'État a déjà la volonté. Même dans ce gouvernement, il a besoin des 2, 3, 4, 5 ministres coriaces dans des secteurs stratégiques pour impulser. C'est fini. Et croyez-moi, la justice qui vous a fait pleurer pendant des années, il ne vous fera plus jamais pleurer. La justice qui était qualifiée de malade, cette justice s'est guérie au nom de Jésus. Nous allons remettre de l'ordre. Vous savez la difficulté pour chaque dirigeant, je parle ici devant les dirigeants, c'est généralement les hommes. On a difficile à trouver des hommes qui portent réellement. C'est très difficile. Tu peux être gérer une entreprise, tu ne peux rien faire si tu as une mauvaise, si tu as un mauvais entourage, si tu n'as pas des hommes. Ce n'est pas au chef de l'État de venir protéger imbéciles et citoyens contre la spoliation. Ce n'est pas au chef de l'État de descendre sur une Afrique pour pallier. Ce n'est pas au chef de l'État de donner la vision. Il revient à nous, citoyens. Il revient aux magistrats, aux juges, aux chefs des juridictions, chacun en cette position pour faire son travail, sans complaisance. Vous verrez que l'élan de développement va se construire automatiquement. Et je vais conclure enfin par là. Donc sachez que si vous attendez de moi d'échanger des méthodes de travail, vous vous trompez. Bien au contraire, je vais renforcer la fermeté vis-à-vis de tous ceux qui, pendant des années, ont détruit notre pays. Dans les décennies qui suivent, il faudrait que tous les étrangers soient aussi évacués chez nous pour se faire soigner ici, comme ce fut le cas dans le passé. Il faudrait que dans les décennies qui suivent, que tous ces étrangers qui sont en dehors de frontières viennent faire étudier leurs enfants chez nous, comme ce fut le cas dans le passé. Il faudrait en fait que désormais notre pays soit ce paradis où il faudra désormais vivre. Et cela nécessite impérativement l'engagement des individus. Les découragements, il y en aura. Une vraie réforme qui ne rencontre pas de résistance n'en est pas une. Moi, je suis très content des résistances que parfois je rencontre dans toutes ces réformes. Et c'est très bien, ça veut dire que c'est des véritables réformes. Et je vais vous demander de pouvoir vous engager dans ça. S'agissant de la bancarisation, la méthode était simple. D'abord, lorsqu'on est intelligent, il faut éviter d'aller dans le type, dans la discrimination. Si vous voulez bien gouverner, obtenir des résultats. Ça veut dire que vous posez le principe. Les résultats, pour nous, c'est de maximiser les recettes. C'est de lutter contre le collage des recettes publiques. C'est de lutter contre la corruption. Et lorsque vous posez la question, on vous dit qu'il y a une inefficacité du système bancaire qui est appelé à capter ces ressources. Le principe, c'est qu'il faut ouvrir, en protégeant évidemment Caribou. Le climat des affaires veut aussi que les banquiers ne puissent pas considérer que lorsqu'ils viennent investir chez nous, ils emploient des milliers et des milliers de jeunes, que l'État prend parti pour une société quelconque. Donc tout ceci se construit dans une dynamique pour en même temps protéger l'industrie locale, mais encourager les investisseurs étrangers qui viennent investir chez nous. Puisqu'en fait, c'est les privés qui est créateur de l'emploi. Jamais l'État à lui seul ne saura résorber la question de l'emploi. Donc il faut encadrer tout ceci. Et nous allons effectivement encourager Caribou à pouvoir
s'inscrire dans cette nouvelle dynamique et nous allons leur accompagner dans la localisation de cette unité. Encore une fois, je vous remercie pour l'attention. Nous allons poursuivre les réformes, poursuivre les réflexions. N'hésitez pas à venir vers nous des propositions concrètes qui peuvent aider à réformer les choses. Encore une fois, de tous, défendons-nous pour pouvoir régresser notre pays. Nous n'avons que ce pays. Nous n'avons que ce pays. Si en 60, les patriotes ne pas se sont battus pour l'indépendance, dont nous prévalons aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de pouvoir le détruire. Nous n'avons pas le droit. Comme je disais à quelqu'un, je suis jeune, je pourrais, ministre d'État, ministre de la Justice, c'est trop de pouvoir. Le chef de l'État m'a donné trop de pouvoir comme ministre de la Justice, peut-être que vous ne réalisez pas. Je pouvais me retrouver à moi tous les jours comme tous les autres jeunes. Je pouvais accepter d'entrer aussi dans la mafia, donc prendre une maison ici, prendre des femmes là-bas, etc. Mais si nous tous nous laissons corrompre, alors quel restera-t-il encore pour nous? Pourquoi devrions-nous continuer à envier les autres nations? Nous tous, nous sommes sur nos TikTok, nous voyons comment nous faisons l'apologie des Traoré, Ibrahim Traoré, mais c'est un jeune de mon âge. Mais est-ce que vraiment nous devrions, nous, lorsque nous entrons sur nos TikTok, voir simplement les jeunes en train de danser, en train de s'insulter? Est-ce que ça fait la fierté? Que c'est rare de voir que le chef de l'État fait confiance dans les jeunes qui soient capables d'impulser une dynamique de réforme, capables d'être un modèle comme ce fut le cas par le passé. Aujourd'hui, nous adulons les Doumbia, les Sonko, les bien d'autres, les Manema. Mais c'est des jeunes. Mais c'est des jeunes comme vous et moi. Donc lorsque vous voyez un jeune